Bonjour à tous sur ce cours de C++ et dans cette séance 28, il est temps pour nous d'aborder le concept de généricité, un concept d'ailleurs que nous avons employé en fait de manière totalement transparente dans des vidéos précédentes avec notamment l'usage des types de collections. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, j'ai réécrit un code avec un exemple d'utilisation d'une liste, une simple liste, et si vous vous souvenez, on avait observé une nouvelle syntaxe lorsqu'on a abordé en premier lieu les collections, notamment cette syntaxe entre chevrons. On indiquait en fait le type de ce qu'allait contenir ici, notre conteneur. En faisant ceci, on obtient tout simplement une liste qui va pouvoir stocker des entiers, d'accord. Et lorsqu'on parcourt cette liste, on peut directement en fait, obtenir l'ensemble des éléments qu'elle contient. Alors je vais compiler déjà, ça ce sera fait, on aura un visuel pour la suite. Avant de passer à la suite de la vidéo, voilà. On avait l'ensemble des, des éléments qui sont affichés, et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et l'avantage de la généricité, c'est d'avoir un seul modèle en fait qui est défini, et par la suite, après à la compilation, le compilateur va faire en sorte de créer des instances de ces modèles en fonction des types qui sont effectivement utilisés de manière sous-jacente. Donc là, s'il en déduit qu'on veut utiliser des entiers, bon là on lui indique explicitement, donc là il n'y a rien à déduire pour le coup, il va instancier stdlist pour fonctionner avec des entiers. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à tout moment, alors je vais remettre ça pour un prochain parcours, je peux changer de type. On va créer une nouvelle liste ici. Indiquer par exemple que je veux une liste de chaînes de caractères. Alors je vais mettre n'importe quoi, c'est pour l'exemple. Voilà. Et automatiquement, alors c'est std, voilà, il va pouvoir s'adapter, donc créer une nouvelle instance. Il créera une instance de ce modèle, mais cette fois-ci pour travailler avec des chaînes de caractères. Et vous voyez que ça s'adapte sans problème. Et c'est un des outils très puissants, fondamentaux que nous avions vu avec les types de conteneurs. Vous avez expliqué, vous pouviez créer comme ça ici une liste, une pile, une file, peu importe, d'un certain type que vous voulez. Et ensuite, ça fonctionnera, ça s'adapte facilement. D'ailleurs, ce qu'on avait vu également avec les itérateurs nous permettait de profiter de fonctionnalités qui sont génériques elles aussi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépendre d'un type de conteneur en particulier, mais de tout élément qui est itérable. Et à partir du moment où on a un élément itérable, on est capable d'utiliser les itérateurs sur ces derniers, et ça fait que vous avez un code qui est générique, c'est-à-dire le même code, qui fonctionnera peu importe le type de données que vous manipulez derrière. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage qu'il y a. On s'était contenté d'utiliser finalement de ce concept sans encore l'avoir expliqué et l'avoir détaillé un petit peu. C'est ce qu'on va faire dans le sujet de cette vidéo-là, puisque nous allons nous-mêmes définir notre propre modèle et on va voir comment cela fonctionne. On va voir deux choses en particulier. Comment utiliser des génériques sur par exemple une simple fonction, d'accord, qui peut être comme ça de manière isolée, et ensuite on le verra appliqué à une classe complète en voyant que ça fonctionne très bien aussi. Donc dans ce cas-là, on est sur un scénario où ça s'est appliqué à une classe principalement, parce qu'on travaille avec une classe liste et ensuite on peut travailler en fait avec des données bien précises pour les valeurs en fait qu'elle va contenir. Donc on va créer d'autres petites choses, on va enlever ce code là déjà, code d'exemple, où le but c'est de pouvoir faire la somme de deux valeurs, d'accord. Sans parler de généricité, si je voulais par exemple que ce code fonctionne, alors on va faire pour les résultats, on va faire somme par exemple de ceci. On affichera. Et ensuite, la même chose. Mais par exemple, somme de ceci. Sans l'usage de modèle, il faudrait écrire deux fonctions. Utiliser ce qu'on appelle justement la surcharge de fonction, c'est-à-dire une fonction qui prend en paramètre des entiers, une fonction qui prend en paramètre des flottants ou des valeurs double, peu importe. Donc, dit autrement, enfin en tout cas si on résume au niveau syntaxique, je vais pas bien sûr écrire tout le code, on aurait en gros à écrire ce genre de méthode et éventuellement d'autres. Si on veut par exemple plus tard gérer la somme d'autres choses, des chaînes de caractères pour faire de la concaténation ou que sais-je, pardon, on devrait donc avoir quelque chose qui fonctionne et à chaque fois faire de la surcharge de méthode, donc de prendre en compte tout ce qu'il y a
hop, j'ai oublié le sum ici. Donc je rappelle que ça ne prend pas en compte le type de retour, mais la signature donc qui est celle-ci. On a des signatures qui sont différentes, et j'ai noté n'importe quoi, parce que j'ai répété int. Alors ce sont des doubles, d'accord. Voilà, ce qui nous permettrait ensuite, lors de l'appel de la fonction, de pouvoir trouver la fonction à appeler. Et là, le compilateur est capable de savoir quelle fonction utiliser, donc il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Nous, l'intérêt, c'est de ne pas avoir à réécrire ce code à chaque fois, d'accord, de le dupliquer, mais de pouvoir écrire une seule version de cette fonction, et ensuite, on va utiliser toute la puissance justement des modèles pour le faire. Donc là, on va faire les choses proprement dans différents fichiers, on va pas tout faire en un seul, évidemment. On va passer directement ici, et on va commencer déjà par la définition base de ce qu'on a fait. Je vais appeler ça number, ça ira très bien. Et là, pour pas oublier de l'inclure tout à l'heure, voilà. Voilà ce qu'on a. On y va. Voici la nouvelle syntaxe qu'on va aborder dans cette vidéo. On va utiliser un modèle. Donc on va utiliser le terme template et ensuite on va indiquer un nom de type. Donc on va utiliser le terme ici type name. On pourrait retrouver d'autres termes, mais là c'est le plus couramment utilisé ici pour indiquer un type bien précis. On ne veut pas dire qu'on veut spécialement un type primitif qu'on connaît, integer, un double, un char ou que sais-je. On veut indiquer un type générique, un type global. Et pour ça, on va utiliser une notation très simple, par convention, qui généralement commence par une majuscule. On utilise bien souvent un simple caractère, comme ceci, mais vous pouvez très bien mettre autre chose, d'accord, voilà, mettre plusieurs caractères, il n'y a pas de problème. Donc par convention, généralement quand on a un exemple simple, on utilise le T majuscule, ça va très bien. Et si après éventuellement on a d'autres valeurs, on peut utiliser d'autres lettres de l'alphabet. On pourrait cumuler d'autres types, c'est-à-dire si j'avais besoin de gérer un autre type possible, on peut en cumuler en les espaçant avec des virgules. Par exemple ici, avoir en fait un modèle basé sur deux types qu'on va pouvoir ensuite déduire par la suite. Nous, vous avez vu qu'on en a besoin que d'un seul. Par rapport à ce qu'on avait fait, il devra déduire qu'un seul type pour ce calcul ou un seul type pour ce calcul. Donc, on peut se contenter de ce dernier-là. On verra également d'autres possibilités. On peut par exemple avoir des valeurs, c'est-à-dire ce qu'on avait vu avec les tableaux, et on peut aussi également avoir des valeurs par défaut si on veut. Donc on peut rajouter d'autres petits arguments ici, mais là c'est l'essentiel par rapport à ce qu'on a besoin de faire. À partir de là, T devient un type générique. Donc en tout cas, syntaxiquement parlant, juste au niveau de la syntaxe ici, et on va pouvoir l'indiquer dans l'écriture du prototype. Ça retourne ce type-là. On l'a noté tout à l'heure, la fonction s'appelle sum, et elle prend en paramètre ces deux valeurs-là. Et voilà, on a terminé l'exemple. Donc ici, nous avons défini notre modèle, d'accord ? On va faire l'implémentation, parce que ce sera quand même pas mal d'avoir tout. L'implémentation, on va le faire là. Alors là, c'est un cas particulier, puisque pour un template, pour un modèle ici, votre compilateur, dans les exemples hors généricité, on peut avoir la définition qui est faite, et ensuite l'implémentation est séparée, il n'y a pas de problème, d'accord ? Et le compilateur ensuite va retrouver les informations comme il faut, on n'aura pas d'erreur de compilation. Ici, le compilateur a besoin de l'implémentation directement au niveau des modèles parce qu'il va devoir créer des instances. C'est-à-dire que ce code ne va pas rester tel quel, d'accord ? À la fin, il va réellement créer à votre place les fonctions comme je les ai écrites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va se baser sur le code existant, d'accord ? Il va analyser le code, et là en voyant ici par exemple qu'il y a ceci, il va en déduire que ce sont des entiers, donc il va créer une fonction qui travaille avec des entiers. Il va, comme on dit, instancier le modèle, et donc créer par exemple ceci. Et en voyant ailleurs dans le code, là par ailleurs, c'est pas sûr d'ailleurs qu'il en déduise que c'est un double, il fera peut-être un float, ou que sais-je, voilà, peu importe, et il en déduira autre chose, et il va créer une autre instance également. Sous couvert bien sûr qu'il n'y ait pas d'erreur ou de conflit qui l'empêcherait de déduire le type, mais ça on verra éventuellement ce qu'on peut faire si par exemple on a des ambiguïtés au niveau de la déduction un petit peu pour l'instanciation du modèle. Donc il va s'occuper de faire tout ça à notre place, et on n'aura pas besoin de le faire, d'accord ? Tout sera fait à la compilation, et après à l'exécution, tout sera prêt, et ça s'exécutera comme il faut. Comme on a besoin de l'implémentation directement, et qu'on ne va pas la faire dans les fichiers d'entête, parce qu'on a expliqué à plusieurs reprises qu'on gardait ça pour la définition, et qu'on faisait l'implémentation de manière séparée, mais pour un template, on ne va pas le faire dans un fichier source, d'ailleurs ça ne respecterait pas les normes, les conventions, donc on ne doit pas le faire, mais on va le faire dans un fichier un peu particulier, qui ne sera pas compilé, mais qui contiendra l'implémentation. Donc ici, après, puisqu'on fournit la définition, et ensuite on va simplement inclure un fichier pour dire, donc là j'ai défini cette fonction,
et voici où se trouve l'implémentation. Donc je vais lui mettre le même nom, et vous pouvez mettre l'extension TPP, c'est la plus utilisée de manière conventionnelle, et on pourra en avoir d'autres si vous utilisez de bibliothèques, ça peut changer de TPP, il y en a même qui ont .h mais qui rajoutent un suffixe au nom du fichier, mais ça c'est conventionnel, ça fonctionne très très bien comme ça. Donc je le mets ici pour indiquer voilà ma définition, et on met les inclusions des implémentations ici, voilà, ça ira très bien. Maintenant je peux créer ce fichier, non pas un fichier compressé sinon ça va pas le faire, number TPP. Et voilà, bien sûr, vous, il sera peut-être pas ouvert par défaut avec ça, donc il faudra bien sûr vous assurer que ça s'ouvre bien avec votre éditeur, en faisant un clic droit dessus, modifier l'application qui ouvre ce type de fichier par défaut, ainsi de suite. Je vais mettre l'implémentation là. Donc là, pas besoin d'inclure quoi que ce soit, d'accord, sauf si vous avez besoin bien sûr d'utiliser un code particulier. On veut juste l'implémentation. Donc je reprends tout ça, de manière classique, hop, et je peux écrire l'implémentation. Donc le code de ma fonction. Bon là, hein, on a compris que c'était pas compliqué. On a l'implémentation qui est prête. L'implémentation, la définition, on a bien ici inclus le fichier d'en-tête, faites attention, et on n'a plus qu'à compiler tout ça. Donc là, ça ne change pas, je compile que le main, ok, puisque je n'ai qu'un seul fichier source, CPP, et celui-là ne se compile pas, et cela bien sûr ne se compile pas non plus. On va pouvoir le faire, sauf si j'ai oublié quelque chose. Pas grave, pourquoi j'ai mis un point virgule, c'est tout va bien. Ok, parce que c'est vrai que souvent les inclus on les met plutôt au début, donc quand on les met à la fin, mais bon, bref. Voilà. Et là, vous voyez que le calcul a été réalisé avec les bons types, il n'y a pas de problème. Si jamais il y avait des conflits, c'est-à-dire que vous vouliez par exemple vous assurer que ça déduit à chaque fois le bon type précisément, ou alors parce que, je sais pas, par exemple si je mets ceci, bah là, on sait pas. Est-ce qu'ici il traite l'information comme des entiers, on perd la partie décimale ici, donc on tronque la valeur, donc on n'aura pas une valeur suffisamment exacte. Au contraire, si on considère que c'est un double, et bien ça deviendra ceci. Mais il risque d'y avoir ambiguïté pour le compilateur, donc vous pouvez le préciser. Comme rappelez-vous ce qu'on avait vu avec les listes ou avec tous les autres types de conteneurs, quand on déclarait en fait un conteneur, on passait ensuite entre chevrons le type qu'on voulait utiliser. Bah là, pour l'appel à une fonction, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez indiquer explicitement ce que vous voulez utiliser et dire, bah là, ici, en fait, moi, tu utilises le type double. Comme ça, au moins, vous assurez d'ailleurs que même ceci sera traité comme un double, et là, eh bien, ce sera le cas également. Donc on peut le faire de manière explicite pour éviter les ambiguïtés. De toute façon, s'il y a ambiguïté, vous aurez des erreurs à la compilation, dont vous saurez facilement identifier d'où vient le problème, ou en tout cas, savoir que ça vient d'ici. Bon, moi je vais remettre ce que j'avais tout à l'heure, ça ira très bien. Et voilà ce qu'on a également. Alors pareil, si on avait besoin, parce que là vous voyez par exemple on a des entiers, si on voulait gérer un type par défaut, on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien me dire, bon, tu prends le type qu'on indique, et si aucun type n'est indiqué, bah en fait tu considères par exemple que c'est un entier. Et dans ce cas-là, on pourrait parfaitement faire ceci, et dire voilà, bah quand tu mets ça, en fait, eh bien c'est par défaut. Donc il prendra le cas qui est bien évidemment indiqué là. Si vous n'avez ni ceci, ni indiqué, d'ailleurs il faudra le rajouter hein, dans la définition, il faut le mettre bien sûr partout, ceci, eh bien il va le déduire. Le compilateur est tout à fait capable de déduire le type, comme je vous ai dit, sauf si bien sûr ça entre en conflit, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure en enlevant ici la partie décimale, où là le compilateur ne saurait pas forcément quel type choisir. Donc dans ce cas-là, il faudra vous-même rendre l'information explicite pour aider le compilateur à déduire le bon type, et surtout éviter des erreurs éventuellement inattendues. Voilà comment ça fonctionne en tout cas pour une fonction, et vous voyez que ça va permettre de ne pas avoir à écrire autant en fait de fonctions qu'il y a de types par la suite. Et là, ça peut accepter un petit peu n'importe quoi, et bien évidemment, dans la mesure où les deux types de données ici, qui seraient donc identiques pour A et B, acceptent ce genre d'opération binaire, d'accord, avec l'usage de l'opérateur plus ici. Sinon, pareil, que vous aurez une erreur, mais là, ça vient en fait du fait que cet opérateur n'est pas utilisable, mais on en reparlera de toute façon dans une autre séance. Donc ça, c'est tout ce que nous avons au niveau du modèle. On va maintenant l'appliquer sur une classe. On va faire ça un petit peu plus grand. Alors on va pas faire, j'ai pas un exemple forcément très parlant, on va juste créer en fait une classe qui va représenter une donnée, quelle qu'elle soit. Par exemple, de pouvoir faire on va créer un conteneur de données, pourquoi pas, et puis indiquer par exemple que ça peut prendre un entier. Voilà. On le mettra ici.
Et ensuite, on va faire ça comme ça. Il y a des petites choses encore qu'on n'a pas encore vues à ce stade du cours, qu'on verra prochainement. Donc je peux pas non plus aller trop loin là-dessus. Et ensuite, on va faire sur une chaîne de caractères, ça sera suffisamment parlant, comme on avait montré tout à l'heure pour la liste. Voilà. Et ensuite, d'ici to get data. Ok. Le but c'est de rendre ce code fonctionnel. Donc je vais laisser un non-number, je ne vais pas le changer, ça ira très bien pour ce que je montrais ici. Je vais laisser ça, parce que là on va pas avoir d'implémentation, en tout cas précisément là. Donc je vais faire ça, TPP il va sûrement être enlevé ici. Au pire je le recréerai s'il faut. Et au niveau de ma définition, je ne vais non pas appliquer le modèle à seulement une fonction, ou même une méthode, on pourrait le faire, d'accord. Je vais l'appliquer à l'ensemble de la classe. Ce qui fait que le type générique sera reconnu dans l'ensemble du code de la classe. Donc, si on prend, bon, code classique, d'accord, temps normal, on aurait ça. Je vais écrire le code tel qu'il serait par défaut. On aurait quelque chose comme ça. Alors, je vais pas écrire la classe complète avec tous les types de constructeurs, etc. On est sur un exemple très simple. Mais en temps normal, bon ici, si on voulait faire par exemple avec des entiers, vous êtes d'accord, on serait obligé de d'écrire voilà, directement le type. Donc on ne ferait pas grand chose ici. Voilà. Et ensuite là, on aurait quelque chose comme ça. En rendant ça générique, on utilise le petit t. Et là, vous voyez que ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on a ici. Alors, je vais faire ça comme ça. Hein. Je mets l'implémentation ici pour gagner du temps, tout simplement. Je ne vais pas faire un fichier source pour le peu de code qu'on a, mais il faudrait le faire pour que ce soit plus propre. Mais là, comme on n'a pas grand-chose, ça ira très bien comme ça. Et ensuite, là, on avait ça, get data. Et pareil, exceptionnellement, je vais noter le code ici. Voilà. Alors si je ne suis pas gouré par rapport à ce qu'on a ici, on n'avait rien fait d'autre, non. Ok. Je compile et vous voyez qu'à l'affichage, on obtient bien les deux informations, donc ça fonctionne également. Donc là, comme le modèle est défini au niveau de la classe, ça sera fonctionnel partout, d'accord, dans l'ensemble de la classe. Si je voulais le définir que pour une seule méthode, il faudrait le mettre au niveau de la méthode, comme pour ce qu'on a fait tout à l'heure avec la fonction isolée, d'accord, quand on voulait faire la somme de deux valeurs. Donc ça fonctionnera exactement de la même manière. Alors là, c'est pareil, on pourrait utiliser d'autres petites choses, puisque par exemple, j'ai pas forcément un autre exemple, enfin si, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est si on veut ajouter, parce que c'est vrai que je vais pas forcément montrer quand on avait deux valeurs. Si par exemple je voulais faire ça, ceci, eh bien, on se retrouvait justement avec deux cas. Alors là, pareil, on pourrait indiquer que c'est un type par défaut, d'accord, ça fonctionnerait aussi, hein, on peut très bien faire ça. Donc je vais mettre juste ceci là, et là, eh bien, je vais faire U. Alors, on va faire ça comme ça. Ok. Donc get n plutôt. Ouais, on va laisser comme ça. Donc là, il ne faut pas se tromper parce qu'on a plusieurs exemples. Get m. Et voilà comment ça s'adapterait. Donc on peut parfaitement utiliser d'autres exemples. Pareil, je ne vais pas le montrer à chaque fois, vous pouvez utiliser les types classiques. Si à un moment donné votre constructeur doit prendre un entier, vous avez le droit de mettre autre chose, hein, d'accord. Il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne très bien. Ok. Ça c'est juste des types génériques, mais bien sûr vous pouvez l'associer avec d'autres types primitifs qu'on a en fait dans le langage, ça fonctionnera aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que du générique dans vos attributs, dans vos méthodes, on peut mélanger l'ensemble. Hein. Je tiens à préciser quand même pour que ce soit clair. Alors pareil, ce qu'on avait vu dans les tableaux, parce que je vais bien vous le montrer, bon, j'aurais pas forcément un exemple à vous montrer parce que il n'y a pas beaucoup de code ici, mais vous avez remarqué quand on faisait un tableau de taille fixe notamment, on choisissait la taille à la création pour un std array. Et bien en fait ici ça revient tout simplement à avoir la valeur là. C'est-à-dire que là, on avait pour std array, alors je vais le montrer ici, on avait un template en gros avec le type de données qu'on passe, et ensuite, par exemple, alors je mets ici un entier, mais bon, en réalité, on aurait quelque chose de plus précis, le nombre en fait de cases qu'on réserve pour le tableau, et on peut faire ce genre de choses.
Et d'ailleurs, même pourquoi pas indiquer une valeur par défaut, on pourrait aussi. Comme ça, forcément, ceci devient en fait une variable qui contient une valeur et qui est utilisable également dans la classe pour dire tu alloues un tableau de n éléments. Donc ça fonctionne aussi, on peut faire ce genre de choses avec nos modèles. Voilà. Donc comme ça on peut retrouver ces exemples-là qui sont quand même très parlants. Donc maintenant vous savez définir un modèle, vous savez l'utiliser aussi bien pour une fonction isolée qu'une classe dans son ensemble, voir un peu comment ça fonctionne. Vous avez vu un peu les différents arguments qu'on peut utiliser à ce niveau-là, pas mal de choses qui peuvent être utiles, et comme ça complète en tout cas avec un peu tout ce qu'on a vu. Autre point que j'ai pas forcément précisé non plus, alors ça que j'aurais pu le montrer d'ailleurs dans les fonctions tout à l'heure, on peut également cumuler avec de la surcharge simple. Rappelez-vous quand on avait fait la fonction somme, d'accord? C'est ça que j'aurais dû vous l'expliquer avant, c'est pas grave. Quand on avait fait donc ceci, rien ne vous empêche, comme je vous ai dit tout à l'heure là pour la classe, que vous pouviez cumuler ça avec des types classiques, de dire voilà, dans le cas où c'est un booléen, d'accord, donc c'est-à-dire que ça prend un booléen ici et là également, le calcul sera différent, d'accord. Je fais un autre calcul que le calcul classique en fait, c'est-à-dire que là, ici, on ferait un simple calcul de un return a plus b, et pour je ne sais quelle raison, vous avez envie de vous dire, non, dans le cas où c'est un booléen qui est utilisé, je vais faire un autre calcul. Vous pouvez écrire ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors là, attention, il faudrait bien sûr, j'essaie de mettre au complet, d'avoir ceci. Donc là, vous avez votre fonction générique, et vous mettez une fonction qui n'est pas générique, donc c'est de la surcharge, d'accord, c'est également de la surcharge, que vous pouvez ajouter également au code. L'intérêt de cette syntaxe, de l'écriture de ce code-là, c'est que votre compilateur va toujours prioriser ce qui est non générique. Donc c'est-à-dire quand il va vouloir ici, par exemple, vous allez faire appel à la fonction somme, il va chercher déjà ce qui est non générique. Donc par exemple, s'il rencontre booléen, il va d'abord voir si ça existe ici. Là, c'est le cas, donc il appellera en priorité cette fonction, et donc vous réaliserez le calcul que vous vouliez. Et si jamais il ne trouve pas de fonction non générique, ou non surchargée en tout cas ici, dans l'exemple que vous avez de votre code, il utilisera la version générique, d'accord, qui est un petit peu la version, en fait, un peu par défaut, c'est le else. Voilà, c'est s'il existe quelque chose qui est spécialement défini, je l'utilise, sinon, j'utilise la version générique de la fonction. Donc ça, n'hésitez pas. Si par exemple, vous voyez que faire la somme de certains nombres, c'est ok, mais pour certains types, j'aimerais faire autre chose, ou voire même interdire le calcul, genre lever une exception, pourquoi pas, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire de la surcharge également de fonctions, et ça fonctionnera également. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est totalement compatible. Donc je tenais à insister là-dessus, c'est bien de le savoir. Et je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'informations sur ce que je voulais vous partager ici. En tout cas, on a de quoi faire. Alors, en termes d'usage, vous l'avez déjà fait, d'accord. Avec les types de conteneurs, on a utilisé de manière totalement transparente la généricité, donc vous savez déjà faire, en fait, et même vous saviez déjà faire sans même savoir ce qu'était la généricité en C++ ou même de manière générale. Donc, ça fonctionne très très bien. Après, là, ce que vous avez appris, c'est à définir également vos propres modèles. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un petit exercice en créant une classe de conteneur, d'accord, un nouveau type de conteneur, et ici, par exemple, qui contient un tableau, ou alors une liste, un autre conteneur, et travailler avec, pourquoi pas. Ça va vous donner un bon petit entraînement, ou simplement réécrire quelques fonctions génériques. Voilà, vous avez largement de quoi vous exercer avec tout ça. Et pour faire la transition avec ce qu'on verra la prochaine fois, je reviens justement sur la somme. Que se passerait-il justement si je voulais... Donc j'ai créé dans mon code, mettons, des joueurs. Rappelez-vous, on a souvent pris cet exemple-là. Donc voilà, on a fait des joueurs. Ok. Player P2. Et en ayant créé cette fonction générique, que se passerait-il si j'essayais de faire ceci? Puisque je vous ai fait savoir que finalement, dans cette fonction, on retournait l'addition, donc la valeur plus la deuxième, simplement dans la fonction. Mais que se passerait-il si on le fait là-dessus? C'est-à-dire, au niveau de nos calculs, faire la somme, la différence d'entiers, de valeurs à virgule flottant, même travailler avec des chaînes, où là ça agit comme de la concaténation, tout est prévu, d'accord. Ces opérateurs-là fonctionnent, sont compatibles avec ces types de données. Mais si nous créons un type personnalisé, à nous, que se passe-t-il avec ces opérateurs? Si j'essaye de faire, comme je vous dis, la somme, donc l'addition de deux objets personnalisés, voilà, d'une classe qu'on a créée, ou autre chose, ou même ne serait-ce que de faire de l'affichage. C'est-à-dire si j'essaye directement
d'afficher P1. Alors ça peut être défini avec un comportement par défaut, mais qui serait peut-être pas forcément celui qu'on veut. Mais comment pourrions-nous faire en sorte qu'en écrivant ce code-là, par exemple, ça nous affiche toutes les infos du joueur, c'est-à-dire son nom, son niveau, dans un format bien précis. Comment nous pourrions faire ça? Eh bien ça, c'est ce que nous appelons la surcharge d'opérateurs. On a vu la surcharge de fonctions, on a vu ici notamment la surcharge au niveau des génériques, au niveau des modèles. Eh bien on verra que les opérateurs peuvent être surchargés. Ce qui revient à dire en fait de décrire la manière dont doivent se comporter ces opérateurs lorsqu'ils sont utilisés avec un type bien précis, ou alors avec des types bien précis. C'est le sujet qu'on abordera ensemble, en tout cas, dans la prochaine séance. Donc comme ça fait une très belle transition avec ce qu'on a vu ici concernant la généricité. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à coder, à programmer un petit peu, et à retravailler avec les différents exemples vus dans toutes les séances du cours. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite.